Lucette Michaud-Chevry en guerre ouverte contre l'État. La présidente de la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbe a assigné le préfet de la Guadeloupe dans le dossier de l'eau de Capesterre-Belle-Eau. Vous verrez le compte-rendu de l'audience avec Nathalie Dinane et Patrick Curie. Et les scientifiques tentent de neutraliser la présence du virus Zika dans le sperme. Ils ont lancé une opération pilote menée sur 15 hommes guadeloupéens. Bénédicte Jourdier nous expliquera les enjeux de cette étude. Et enfin, il nous tenait à cœur de parler de la journée mondiale de la presse. Est-elle selon vous libre ou bridée? Nous verrons vos réactions concernant ce métier souvent sous pression. Bonsoir à tous. À la une de votre journal ce soir, la guerre ouverte contre l'État lancée par la présidente de la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbe. Lucette Michaud-Chevry accuse l'État de violer la loi. Elle a assigné le préfet de la Guadeloupe devant le tribunal administratif concernant la facture de la station d'épuration de Capesterre-Belle-Eau, un montant d'un peu plus de 2 millions d'euros datant de 2011. Une audience publique avait lieu ce matin. Reportage Nathalie Dinane, Patrick Curie. Lucette Michaud-Chevry devant le tribunal administratif dit ne plus craindre les conséquences de ses propos accusateurs envers le gouvernement. À la barre du tribunal, exaspérée, la présidente de la CASBT crie au hold-up, au scandale. Et quand on a attendu 2 ans et qu'on se rend compte que Capesterre, qui a 8000 adhérents, je ne parle pas sans preuve, regardez le nombre de personnes qui, avec le SIAG et Général des Eaux et le silence de la préfecture, ne paient pas de l'eau. Regardez 0, 0, 0. Et il y en a des tonnes. Et que je veux mettre de l'ordre, c'est normal dans cette affaire, parce que nous perdons 4 millions par an de recettes d'eau. Aujourd'hui, par le silence incompréhensible de la préfecture, nous avons perdu 8 millions de recettes de l'eau et que la préfecture laisse l'eau de Capesterre être vendue à 0,83. Capesterre-Belle-Eau intégrée dans le périmètre de la communauté d'agglomération en février 2014, sans arrêté préfectoral de transfert, selon les propos de la présidente. Un transfert qui coûte à la communauté Grand Sud Caraïbe plus de 2 400 000 euros, un mandatement d'office. La préfecture fait quoi? Elle fait un hold-up sur notre budget. Elle ne prouve pas que la facture réclamée correspond à la période de 2014 où nous avions la responsabilité. Elle nous présente des factures de 2012-2013, je lui dis justifiées. Et pour essayer, et j'insiste, de trouver une solution amiable, je dis à la préfecture, prenez un arrêté partiel de transfert, transférez-nous que la STEP, nous allons pouvoir exercer notre légitime droit de contrôle et nous allons pouvoir à ce moment-là vérifier si les travaux exécutés entre SIAG et SEMSAMA sont conformes aux règles de l'art, s'ils ont respecté toutes les directives européennes et nous allons payer. Le représentant de la préfecture présent rappelle avec courtoisie que la CASBT avait 2 mois pour faire un recours et que par ailleurs, elle a reçu des fonds européens d'un peu plus d'1 164 000 euros. Mais grand madame là, pas qu'à t'en aille un. Un hold-up dans mon budget, il y aura des hold-up partout. C'est le hold-up qui est à la mode. À hold-up, nous appliquerons le hold-up. La décision a été mise en délibéré. Il faudra plus d'1 semaine au président du tribunal administratif pour venir à bout de ce dossier complexe et prendre une décision. Et les salariés d'Idex Énergie 971, la société en charge de l'exploitation de la station de la centrale thermique d'énergie Antilles, sont en grève depuis le 3 novembre 2015. En cause, la direction refuse d'appliquer le statut national des industries électriques et gazières à son personnel, un statut pourtant obligatoire. La Fédération de l'énergie CGTG a obtenu une ordonnance du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ordonnant à l'entreprise de l'appliquer. Après 6 mois de grève, la situation reste inchangée. On écoute les explications du secrétaire général de la Fédération de l'énergie CGTG, Jimmy Télémac, face à la caméra d'Isabelle Hameau. Nous sommes après 6 mois de grève. L'entreprise continue de tourner avec le remplacement illicite et illégal, puisque nous disons et nous dénonçons le délit de marchandage qui s'opère dans l'enceinte de cette entreprise par du personnel remplacé, mais n'étant toujours pas au statut national des IEG non plus. Et donc, après 6 mois, notre fédération d'énergie estime que trop, c'est trop,
Et donc nous allons commencer un vaste mouvement de mobilisation au travers de l'ensemble des industries électriques et gazières de Guadeloupe. Donc, pour ce faire, les salariés de la CDE ont déjà signé une lettre d'engagement au travers d'une lettre ouverte où ils appellent la pleine application du statut national des IEG sur leur site industriel, qui est celui, je le rappelle, de Contour Global. À partir donc de là, il faut s'attendre effectivement à ce que la production de cette centrale, dans un tout premier temps, s'estompe et s'arrête. Et il est à craindre aussi effectivement d'autres répercussions. Nous disons tout simplement que le responsable qui doit être à ce moment-là regardé, c'est l'employeur. Il y a une décision de justice, il lui appartient de la respecter. Nous constatons que l'État, lorsqu'il s'agit d'employeurs, ne sait pas intimer, enjoindre et forcer à exécuter les décisions de justice. Contrairement à ce que, lorsque nous autres syndicats, nous nous retrouvons sur des bancs d'accusés, nous sommes à ce moment-là condamnés, on vient nous chercher à nos domiciles. Donc nous estimons qu'il y a 2 poids, 2 mesures, et il appartient maintenant aux salariés de se défendre pour la pleine application de leurs droits et l'intérêt donc de la profession. Notre Fédération de l'énergie CGTG n'acceptera aucune remise en cause du statut national des IEG en Guadeloupe. C'est une éventuelle concurrence que les taxis martiniquais n'avaient peut-être pas mesurée. En septembre prochain, le TCSP, c'est-à-dire le tramway de la Martinique, sera officiellement en circulation. Les chauffeurs de taxi ne pourront plus emprunter la voie rapide réservée aux bus. De son côté, la collectivité territoriale de Martinique n'entend pas la modifier d'un iota. Frédéric Mazy, Michelet François d'ATV Martinique. Pascal Précard fait partie des 130 chauffeurs de taxi qui desservent l'aéroport. Comme ses confrères, l'arrivée du TCSP ne le réjouit pas. Il imagine déjà perdre de nombreux clients. Je suis quand même inquiet, bien sûr, parce que voilà, c'est 60% de notre marché de travail qui disparaîtra, quoi. On a des familles à nourrir, on a une vie, quoi. Donc voilà. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'on nous propose. On n'a aucune communication, en fait. Il n'y a rien. Personne ne nous explique quoi que ce soit. 2 des 3 syndicats des taxis sont mobilisés. Ils ne se disent pas contre le transport en commun, mais ils estiment que l'arrêt du TCSP est trop proche de l'entrée de l'aéroport. Cet arrêt se trouve à moins de 100 mètres de la tête de file du taxi de place. Alors c'est vrai que ce genre de transport sous d'autres formes existe dans d'autres pays, la France partout, mais à un moment il y a un arrêt qui est comme ça en face de la tête de file du taxi de place. Vous les laissez les plus démunis qui veulent aller à l'aéroport, vous les laissez où? Vous les laissez au Lamentin? Non, soyons sérieux. Il y a eu un investissement, je le répète, de 600 000 € et il fallait intervenir bien avant, à la phase travaux. On vient de sortir de la saison touristique, on ne pouvait quand même pas sacrifier le très peu court temps qu'on avait pour pouvoir essayer de gagner de faire notre chiffre d'affaires. Donc on a attendu le moment voulu pour ça. Du côté de la CTM, on se défend. Le TCSP ne sera pas un concurrent direct des taxis. Actuellement, la clientèle des taxis de place, c'est uniquement une clientèle d'affaires ou de tourisme vers les hôtels. Ce n'est pas la population qui, généralement, sont les usagers de ces taxis. C'est nécessaire pour les plus démunis qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture ou qui n'ont pas les moyens de prendre justement le taxi. La nouvelle majorité a prévu de réaliser une étude durant les premiers mois de circulation du TCSP. Objectif, réaliser si oui ou non les bus font perdre du chiffre d'affaires aux chauffeurs de taxi. Si c'est le cas, la CTM a prévu des dispositifs de compensation. Reste encore à savoir lesquels. En Guadeloupe, les chercheurs du Centre caribéen de médecine de la reproduction ont lancé une opération pilote pour détecter la présence du virus Zika dans le sperme. L'ambition de cette étude est de trouver un moyen d'éliminer le virus dans les spermatozoïdes. Reportage Bénédicte Jourdier. Ce technicien de biologie médicale fractionne les premiers échantillons de sperme. Objectif, analyser chaque composant afin de détecter la présence du virus Zika dans le sperme du patient en phase aiguë d'infection. Et on va récupérer chacune des fractions et les analyser pour voir dans laquelle il y a encore la présence du virus. Un programme pilote appelé ZICSperm, lancé il y a seulement quelques jours. Les chercheurs ont besoin pour cela d'une quinzaine de volontaires âgés de 18 à 45 ans infectés par le virus Zika. Il faut
absolument, dès qu'on a des symptômes évocateurs de Zika, se rendre chez son médecin traitant de manière à ce qu'il puisse prescrire un test diagnostic et se rendre au laboratoire le plus rapidement possible de manière à ce qu'on puisse faire la prise de sang dans les premiers jours des signes cliniques. Ainsi, le patient, s'il est positif, à ce moment-là, il pourra être inclus dans l'étude. Les patients retenus seront dédommagés de 400 €. 6 prélèvements seront nécessaires pour contribuer au processus de recherche. Une étude réalisée en collaboration avec le laboratoire Synergie Bio, l'Institut Pasteur de Guadeloupe, le CHU de Pointe-à-Pitre et celui de Toulouse, est initiée par le docteur Joguet du Centre caribéen de médecine de la reproduction. L'idée de ce protocole, c'est de savoir déjà bien confirmer sur plusieurs patients la réelle présence du Zika, savoir si c'est tous les hommes qui vont avoir le Zika qui vont en avoir dans le sperme ou pas. Et puis ensuite, l'autre intérêt de cette étude, c'est que pour les gens qui doivent être suivis en médecine de la reproduction, on doit sélectionner les meilleurs spermatozoïdes dans leur éjaculat. Et donc, ce qu'on voudrait savoir, si avec nos techniques, on arrive à éliminer le virus du sperme. Rappelons que depuis fin février, la Haute Autorité de Santé publique recommande à toutes les femmes en âge de procréer, en zone d'endémie et d'épidémie Zika, d'éviter de tomber enceinte. Les inséminations artificielles et in vitro sont suspendues. Les premiers résultats de cette étude devraient être communiqués dans les 6 mois à venir. L'obésité, les addictions sont de véritables fléaux dans de nombreux pays. C'est pourquoi la Mutualité française, qui fédère la quasi-totalité des mutuelles, propose des actions de sensibilisation originales auprès des populations les plus jeunes. Nestor Bajot, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de la Mutualité française. Alors, selon une étude menée en 2011 par la mutuelle étudiante LMDE, 34% des étudiants guadeloupéens déclarent avoir renoncé à des soins médicaux, principalement pour des raisons financières. Qu'est-ce que vous conseillez, qu'est-ce que vous préconisez aux étudiants pour les inciter justement à mieux se soigner? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les étudiants, pendant toute leur jeunesse, ont été pris en charge, entourés par la famille. Et arrive le moment où ils entament les études et où ils deviennent responsables d'eux-mêmes. Ils tombent dans ce qu'on appelle l'autonomie sociale. Et ils oublient les rappels de vaccins. Des fois, ils négligent de se rendre chez le médecin alors qu'ils se sentent malades. Ils ont des problèmes de vue qu'ils sous-estiment. Ils ont des problèmes dentaires qu'ils renvoient à plus tard. Et pourquoi? Parce que tout simplement, ils sont pris dans l'engrenage des études, et c'est bien. Le nez dans le guidon, et ils renvoient à plus tard des examens ou des consultations qu'il conviendrait de subir immédiatement. Mais plus tard, des fois, c'est trop tard. Alors nous sommes là pour justement sensibiliser les étudiants sur l'intérêt qu'ils ont à bien gérer leur santé. L'étude révèle quand même qu'ils y renoncent pour des raisons financières. Est-ce que les soins sont beaucoup trop chers pour cette partie de la population? Les soins sont au même prix pour tout le monde. Sauf qu'un étudiant n'est pas un salarié, donc il n'a pas une activité rémunérée qui lui permet de se soigner aussi facilement qu'un salarié rémunéré. Comment peut-il faire? Par contre, il y a le régime obligatoire des étudiants qui est totalement financé par le budget de l'État. C'est déjà quelque chose. Mais encore faut-il que l'étudiant ait présent à l'esprit l'obligation de s'inscrire, donc de faire ouvrir ses droits auprès de l'assurance l'assurance obligatoire destinée aux étudiants. Encore faut-il qu'il ait à l'esprit que quand le régime obligatoire des étudiants va intervenir pour prendre en charge l'essentiel des dépenses, il va rester ce qu'on appelle des tickets modérateurs, c'est-à-dire des restes à charge qu'il lui faudra financer par ses propres moyens. Ce qui est recommandé, c'est simplement qu'il s'adresse à une mutuelle étudiante pour souscrire une complémentaire santé. D'ailleurs, quand il a des difficultés financières qui l'empêchent d'accéder directement et sans problème à une complémentaire santé, il peut faire appel à des dispositifs financés par l'État aussi, la CMU-C, la CS, c'est-à-dire l'aide à la complémentaire santé, et pour les étrangers, la ME, l'aide médicale d'État. Des dispositifs qui sont encore là, financés par le budget de l'État.
Et ça encore, faut-il le savoir. Donc vous avez lancé justement un programme de prévention en collaboration avec l'Agence régionale de santé. En quoi consiste ce programme? Alors l'Agence régionale de santé nous a mandaté, nous a missionné pour mener un programme de prévention et d'éducation à la santé auprès de cette population étudiante. Alors la population étudiante, c'est à la fois ceux qui fréquentent l'université, mais aussi ceux qui sont inscrits dans les classes préparatoires au niveau des lycées, qui ont des classes prépa, et des brevets de techniciens supérieurs, les BTS. Et l'Agence régionale de santé, dans son plan régional de santé, a clairement identifié la santé des étudiants comme une priorité régionale. Et c'est la raison pour laquelle elle a chargé la Mutualité française de mener un programme de prévention. Quel est son contenu? Alors, en termes de contenu, il y a toute une série d'actions de sensibilisation, d'information que nous organisons au sein même des établissements avec des professeurs de santé, des médecins, des infirmiers, des psychologues, etc. Et il y a aussi 2 temps forts. Le premier temps fort que nous avons connu en novembre au stade Valère-Lamy à Baie-Mahault, qui s'appelle la journée inter-établissement, qui a regroupé les 27 lycées et les universités de Guadeloupe qui participent au programme, soit à peu près 1100 étudiants rassemblés et à qui on a proposé des activités physiques et sportifs, mais aussi un parcours de santé avec des informations, des dépistages, des conseils et aussi de l'orientation. Nestor Bajot, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Des révélations de l'affaire Seregnia au scandale Panama Papers. Ce mardi 3 mai rendait hommage aux journalistes. L'occasion pour nous de vous interroger sur la perception que vous avez de notre métier. Nathalie Dinan, Patrick Curie, on regarde ensemble ce reportage. Non, je pense que certaines fois, ils peuvent être restreints dans leur travail, ils ne peuvent pas tout dire. Et il y a une façon de le dire aussi, donc ça peut être dit subtilement, mais peut-être que la population ne pourra pas comprendre, forcément. Je pourrais dire que le journaliste fait son travail, mais je ne sais pas s'il le fait librement. Mais j'espère quand même qu'ils font du bon travail, ils essaient de nous informer au maximum. Des fois oui, des fois non. Par rapport à ce qu'on entend des fois, non. Je peux dire que des fois non. Qu'est-ce que vous entendez justement ? Quand on entend par exemple qu'on agresse les journalistes ou quand on les tue, bon bien je ne peux pas dire à ce moment-là, ils ont une liberté de faire leur travail. D'une certaine manière, on peut dire oui. Mais il y a des gens qui disent être journalistes et qui font pas, comment dire ça, qui ne respectent pas le métier de journaliste, mais vraiment. C'est-à-dire il y a journalistes et journalistes. Ils font un travail, mais pas librement. J'estime qu'ils ne sont pas assez libres de parole, libres de propager ce qu'ils doivent propager, tu vois. Ils sont de côté contrôlés quand même. Et trop limité, je trouve, trop limité. Il y a beaucoup de choses qui se passent, on ne nous dit pas réellement, et la presse n'a pas le droit de dire que sinon, ils perdront tout également. Donc, j'estime qu'il n'y a pas assez. Oui, franchement, ils le font. Ouais? Oui. Pourquoi vous dites ça? Parce que je le constate, c'est un constat. Ouais, mais l'information qu'on vous donne, elle vous satisfait? Oui. Oui, dans une certaine mesure, oui. C'est-à-dire, dites-moi. C'est-à-dire qu'il faut attention à la déontologie, comment dirais-je, ils posent des bonnes questions, et puis... Voilà, donc, est-ce que vous sentez qu'ils subissent une pression parfois? Non, j'ai pas idée. Les journalistes ne font pas leur travail librement. Parce que les journalistes, c'est ceux qui viennent après le gouvernement, c'est le relais du gouvernement. Ils travaillent dans le sens des colonialistes. On sait très bien que les journalistes dans le monde entier travaillent à la solde des gouvernements. Et les jeunes de Trois-Rivières ont élu leur conseil municipal aujourd'hui. Un vote qui a eu lieu dans les établissements scolaires de la ville. Les jeunes élus ont été choisis par un scrutin binominal à la majorité. Un bel exemple d'initiation à la vie citoyenne. Karen Diama. Saint-Charles Émy. OK. À voter. Tout juste âgée de 9 ans, Amy est candidate aux élections du conseil municipal des jeunes de sa commune et vient d'accomplir un acte civique réservé aux adultes. Je suis très contente de voter et puisque c'est la première fois que je vote parce que je suis en CM1, c'est vraiment une expérience inoubliable. Je viens de voter pour qu'il puisse avoir un maire junior pour la commune de Trois-Rivières et pour qu'il puisse avoir des idées aussi, pour qu'on puisse améliorer l'école et la commune de Trois-Rivières. J'aurais voulu que tout le monde vote pour moi parce que j'aurais bien aimé être conseiller municipal des jeunes. Stélie et Terry, eux en classe de CM2, ont également fait le choix d'être candidats à ces élections municipales. Et comme tous les candidats, leur décision vient d'un constat.
On s'est présenté en tant de binôme, car en fait, on a vu que notre commune, la jeunesse ne se sentait pas tellement bien dans la commune. Donc on a voulu s'inscrire pour que les jeunes se sentent bien, pour qu'on la change et pour qu'ils passent, comment dire ça, une vie meilleure. Et pour offrir cette vie meilleure, le binôme a élaboré un programme. Mettre des parkings privés pour les professeurs et aussi open l'école, reconstruire l'école et voilà. Pendant qu'ils reconstruisent l'école, on a prévu des cours pour les enfants pour ne pas qu'ils perdent leurs leçons. Donc on a prévu 4 jours d'école et 3 jours de repos. Des programmes diversifiés et variés, regroupant des thématiques d'actualité pour convaincre des électeurs pleins d'attentes. C'était comme pour les grands, sauf que là, c'est des petits qui votaient. J'attends qu'ils font des choses pour les jeunes et qu'ils renouvellent la commune. Au total, sur les 4 écoles primaires et le collège de la ville, 31 binômes se sont inscrits aux élections, une fierté pour la municipalité qui, depuis 3 ans, implique dès le plus jeune âge aux actes citoyens. Les élèves étaient très impliqués, ils ont bien joué le jeu, et aussi bien au collège qu'au primaire. C'était comme une élection chez les grands, donc les jeunes ont dû se constituer par binôme, et puis ils ont dû aussi écrire leur profession de foi, ce qu'ils proposaient. Ils ont fait leurs affiches eux-mêmes, on leur a laissé le libre choix de faire leurs affiches, de mettre photo ou pas. À la fin de la journée, 580 élèves du CM1 à la 3e auront voté pour élire leur conseil municipal qui sera composé de 10 binômes. Les résultats seront connus dès demain et l'investiture le 25 mai prochain. Le chanteur Henri Salvador, né en Guyane, de parents guadeloupéens, a désormais une place à son nom et pas dans n'importe quel quartier, juste devant la mythique salle de l'Olympia à Paris, un lieu qu'affectionnait l'artiste. Il habitait d'ailleurs à quelques encablures de ce quartier où il aimait accueillir ses amis, dont certains étaient présents pour lui rendre cet hommage 8 ans après sa mort. Éric Dupuis, d'ATV Paris. 1, 2, 3. Sa bossa nova berce encore les nouvelles générations. Henri Salvador, artiste intemporel, est acclamé une nouvelle fois à Paris par ses amis anonymes, mais aussi des personnalités. Un jour, il m'a dit, tu viens avec moi pour qu'on va dîner chez Maxime. Ben, je lui ai dit, moi, j'ai pas les moyens d'aller dîner chez Maxime. Il me dit, bah, viens quand même, tu ne mangeras pas. Elle est pas belle, la vie. C'était son rire, ça. 8 ans après sa mort, c'est sa dernière femme Catherine qui a tenu à cette reconnaissance pour celui qui a tant souffert du racisme tout au long de sa vie. Alors il était noir en métropole et il était blanc dans les Antilles. C'était toujours un peu complexe. Mais aujourd'hui, je suis contente qu'il y ait un petit coin de Guyane ici, à Paris, au centre de Paris. Outre sa chienne Caline, qu'il a connue chiot seulement, des politiques qu'il a côtoyés au fil des spectacles. Merci d'avoir été sans soleil. Lorsque j'étais enfant, on disait qu'il était antillais. Et c'est plusieurs années après que j'ai découvert qu'il était guyanais, qu'il était né en Guyane. Et j'ai appris à être particulièrement fière de lui. Il a traversé le siècle avec tellement d'éclat, avec sa vie qui enseigne tellement de choses. Henri Salvador aurait eu 100 ans l'an prochain. Son nom prend place devant la salle la plus prestigieuse d'un Paris qu'il aimait tant. Restez avec nous dans un instant. Nous irons à la foire de Paris où la diversité de nos territoires est bien représentée. Et puis nous recevrons Myriam Balduste, artiste slameuse et invitée de Cap Excellence en théâtre. Le mois de mai est aussi le joli mois de l'Europe. Dans tous les départements de France, le public est invité à découvrir autrement la place de l'Europe dans notre quotidien. Au Gosier, le restaurant italien Rossini mijote ses plats traditionnels avec nos produits locaux. Un mélange étonnant et réussi que nous propose de découvrir Linda Caillarcy. Nous allons vous présenter la pâte noire aux oursins qui viennent de Marie-Galante. Alors, mon collègue a mis de l'huile d'olive dans la poêle, va rajouter une poignée de cive, une pincée de cive, pardon, un petit peu de piment végétarien,
Nous faisons revenir le tout. Ensuite, on rajoute un trait de sauce tomate, une pointe de piment, alors, les oursins, qui viennent de Marie-Galante, une pointe de piment, nous rajoutons de la pâte noire. C'est une pâte que nous fabriquons nous-mêmes avec de l'encre de calamar. Semoule de blé dur, œuf et encre de calamar. Voilà, notre pâte noire aux oursins est prête. Alors nous allons vous présenter aussi des gnocchis de banane jaune que nous servons avec du bœuf carotte. C'est de la joue de bœuf, que nous on fait un ragoût de joue de bœuf avec des carottes. Alors c'est des gnocchis que nous faisons entièrement à la banane jaune, avec de la farine et des œufs. Nous les faisons cuire pochés voilà. Que nous servons avec de la joue de bœuf qui a été cuisinée avec des carottes. Nous sommes un restaurant italien, mais nous essayons de marier différentes cultures, donc la culture guadeloupéenne. Nous faisons des raviolis au lambi, nous faisons des risottos au wassou, nous faisons des gnocchis de banane jaune, comme on nous a présenté. Nous travaillons des oursins. En légumes, nous avons des papayes, du giromon, je sais plus, des christophines farcies, voilà. Nous essayons de prendre tous les produits du terroir. Une belle diversité et le théâtre a investi l'espace public de l'agglomération pointoise depuis hier et jusqu'au 8 mai. La communauté d'agglomération organise la 5e édition de Cap Excellence en théâtre. Parmi les artistes et comédiens invités, la compagnie Les Réfugiés Poétiques. Myriam Baldus, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous faites partie justement de cette compagnie, les Réfugiés Poétiques. Oui. Mais sur scène, vous partagez en tout cas la scène avec votre acolyte, votre patient avec Corneille, avec lequel vous formez un duo, les Réfugiés Politiques, un savant mélange de slam et de beatbox. Alors ce matin, Linda Kayarsi a assisté à l'atelier découverte que vous avez animé à la médiathèque Roger Toubson aux Abîmes en présence de jeunes admirateurs. On regarde tout de suite. Oui. En une matinée, le beatbox et le slam, deux arts complémentaires, ont séduit ces lycéens. Je trouve que c'était une expérience enrichissante. Ça fait plaisir de voir d'autres artistes, surtout du slam, le slam qui n'est pas très, on va dire, tellement connu en Guadeloupe. Myriam, la voix des Réfugiés Poétiques, une compagnie qui manie avec talent les mots. Le slam est une façon de pouvoir utiliser tout ça, puisque c'est une forme libre. Donc là, au moins, c'est une totale liberté d'être ce qu'on est. Et je leur ai aussi conseillé, ce sont quand même des jeunes, et c'est ceux qui vont faire l'avenir, de croire un peu plus en eux, de ne pas être défaitistes et d'être plutôt révolutionnaires que révoltés. D'avoir des idées et de s'engager à l'intérieur et d'être fiers de ce qu'ils peuvent avoir en eux aussi, déjà à la base. Des mots qui virevoltent sur une boîte à rythme humaine, maîtrisée par Corneille. Écoutez, c'est un peu, on va dire, c'est un peu pareil parce que le slam, c'est
c'est des mots, donc ça vient de la personne qui parle. Donc ça sort naturellement. Et le beatbox c'est pareil, c'est pas comme si j'avais la guitare ou la batterie, c'est des sons qui sortent de moi, donc c'est naturel quoi. Et puis non, c'est pas difficile. Je pense que je les ai apporté des bonnes vibes, donc je sais pas après. Peut-être il y en a, ils ont découvert le beatbox en live parce que voilà, maintenant on peut voir sur internet des vidéos sur YouTube et voilà. Beatbox, slam, de l'art urbain en plein essor. Myriam Baldus, vous avez quitté la Guadeloupe à l'âge de 4 ans. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous revenez comme ça pour transmettre votre passion aux jeunes Guadeloupéens? Eh bien, je suis fière de revenir avec le slam et surtout qu'en France, je suis avec des jeunes dans les quartiers, dans les écoles, dans aussi les maisons d'arrêt. Et de venir ici et d'aller auprès des lycéens, la transmission est très importante au niveau de la langue et au niveau de vouloir s'exprimer et de prendre la parole. Donc déjà, je suis fière de revenir à la source, là où je suis née, et encore vraiment heureuse d'aller vers la jeunesse et de leur offrir mes textes et d'avoir partagé justement le moment que vous avez vu. Voilà, c'était pour moi beaucoup d'émotions. Réfugiés poétiques, est-ce qu'il y aura un petit peu de rébellion dans tout ça? De quoi parlent vos textes? Alors, on va revenir sur Réfugiés poétiques, qui est un nom trouvé par les enfants du quartier où j'habite à Rieux, à Lyon. Et j'étais dans la rue en train de faire des textes avec eux. Et puis, ils ont choisi aussi d'aller sur scène et défendre ces textes, et donc de trouver un nom. Et ils ont opté pour Réfugiés poétiques parce qu'ils se réfugiaient dans la poésie. Mais à l'intérieur de ce groupe, il y avait aussi un enfant sans papier qui était avec nous. Donc, aussi pour lui, parce qu'en fait, il ne savait pas écrire forcément le français, mais il faisait plus de beatbox. Et aussi parce que moi, j'ai une méthode, je n'écris pas sur papier. Donc, je suis quelqu'un qui invente des textes oralement et qui finit tous mes textes en les disant. Et donc, je ne mets pas sur la feuille ni sur papier. Donc, voilà pour le nom Les Réfugiés poétiques que j'ai gardé. Et mes textes parlent de moi, de ce que je ressens personnellement, mais aussi quand je regarde le quotidien, parle de la jeunesse, parle de l'exil, et il y a aussi des reprises, donc c'est très varié la thématique. Qu'est-ce que vous transmettez comme message? Eh bien voilà, je dirais que c'est pas difficile de faire de la poésie, ce qui est difficile c'est de vivre en dehors d'elle. J'essaye de transmettre ce message et qu'on écoute un peu la vibration intérieure et qu'on se laisse aller à ce qu'on a en nous pour aller vers les autres. Et voilà, j'essaye d'expliquer ça et de transmettre ça. Vous le dites, le slam, un abri, finalement un exutoire pour cette jeunesse qui libère, la parole est libérée. Oui, elle est libérée, mais elle est aussi écoutée et elle est aussi respectée parce que c'est plus un concept. Une scène slam, c'est aller dire en moins de 5 minutes quelque chose qu'on a créé nous-mêmes. Déjà, c'est dire, c'est pas forcément écrire. Donc, tant qu'on n'a pas dit le texte, on n'est pas un slammer. On peut avoir écrit son poème, c'est de la poésie urbaine. Donc, nous sommes des poètes et les jeunes, en plus, sont des très grands poètes parce que toute la journée, ils inventent beaucoup de choses et ils s'expriment pas mal. Donc, moi, je pense que voilà, il y a de la place pour eux sur les scènes. Et donc, c'est purement de la poésie qu'on délivre sur un espace respecté, mais ouvert, puisque les gens sont spectateurs et acteurs. Ils peuvent venir sur la scène, partager leurs poèmes et ensuite s'installer et écouter les autres. C'est ce que j'aime, en fait, dans le slam. Cette ouverture de l'espace et des formes aussi, parce qu'on peut très bien avoir un conteur, un rappeur, quelqu'un qui lit plus. Voilà, c'est un concept, c'est pas un style. Et comment est-il accueilli par la jeunesse guadeloupéenne? Vous avez été à leur contact aujourd'hui? Oui, très, très bel accueil, parce qu'on a ouvert le mic, le micro, et ils sont venus, ils ont fait leurs textes, improvisé des textes, ils ont un peu plus toasté. Je vois qu'ils ont quand même le flow plus dans la façon d'aller vite et de toaster, mais j'ai beaucoup aimé qu'ils puissent venir et improviser sur le beatbox qu'ils ne connaissaient pas non plus, donc ils ne savent pas sur quoi ils vont poser. Il y a une atmosphère. Rythmique. Voilà, et puis eux, ils ont dit leur texte avec toute leur énergie, leur envie. Ouais, moi, je trouvais que c'était un bon moment, vraiment. Alors, le public pourra assister à votre prestation demain sur la place de l'Office du tourisme de la ville des Abîmes. À quoi doit s'attendre le public? Est-ce que vous avez adapté votre prestation au public guadeloupéen? Un cadeau?
Adapté, on va dire que j'avais déjà écrit un texte en créole qui parle justement du fait que j'ai quitté mon grand-père et que je suis partie vivre en métropole. Donc il y a le français et le créole qui se mélangent et ça raconte vraiment mon histoire personnelle. Donc ça, c'est ce texte final où je dis que je suis l'enfant du pays, quoi qu'il arrive, hein, c'est une réalité. Mais autour, il y a une scénographie et je sors plein de petits objets, des objets qui représentent mon enfance ici, mon enfance en France, et je sors aussi le portrait de mon grand-père. Donc il faut s'attendre à voyager intimement, mais aussi j'ai aussi repris des vieilles chansons comme Acatitine, voilà, et aussi d'autres. Donc il faut venir découvrir, il ne faut pas trop en dire. Hein. Myriam Baldus, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. On va voyager un petit peu, mais on va retourner à Paris, où la Guyane s'expose en ce moment à la foire de Paris, aux portes de Versailles. Jusqu'au 10 mai, les acteurs locaux présenteront les richesses guyanaises dans l'Hexagone. Un rendez-vous incontournable pour certains artisans. Reportage sur place avec Stéphane Alexandresco. On regarde. Comme chaque année depuis 1904, la foire de Paris s'installe dans la capitale du 29 avril au 10 mai. Présente dans l'espace Terre des Tropiques, la Guyane est représentée cette année par 22 exposants. La plupart de ces artisans sont regroupés en associations soutenues pour l'occasion par la collectivité territoriale de Guyane. Alors c'est vrai que nous travaillons en partenariat avec un groupement d'intérêt, JIP. Nous travaillons en étroite collaboration et c'est vrai que nous imposons certains critères, à savoir effectivement certaines composantes du pays, donc les valeurs du pays, comme je disais tout à l'heure, le bois, l'or et qui sait peut-être l'année prochaine le pétrole. À défaut de pétrole, c'est plutôt la confection, l'art bushinengue et l'art amérindien qui sont cette année à l'honneur. Moi, c'est les poupées de Ruti, l'entreprise Les Poupées de Ruti. Je confectionne les vêtements madras et beaucoup de poupées créoles. Je suis artiste de Guyanais qui fait les tembés, qui promouvoit les tembés pour les faire connaître en Europe, quoi. Je ramasse la terre un peu partout et puis à la place de la peinture, je mets des couleurs naturelles pour présenter les tembés. Les tembés, bon, le Guyanais, il le connaît. Ben, bon, les tembés, c'était notre moyen de communication pendant l'esclavage. Voilà, pour que ces esclaves ils se communiquent discrètement entre eux. Voilà, et puis en même temps aussi bon, pour la décoration et la création de l'habitat, quoi. On a une marque d'artisanat traditionnel qui s'appelle Oko Artisanat de Guyane, qui nous sert à faire la promotion des bois de Guyane et à faire découvrir à peu près tout le monde les bois de Guyane à travers des objets, des réalisations en artisanat traditionnel. Mis à part les bois précieux, la richesse de la Guyane dans l'esprit du public de la foire de Paris, c'est surtout l'or. C'est de la production guyanaise. J'ai tout fait pour pouvoir emmener des produits locaux à la foire de Paris pour pouvoir présenter, montrer un petit peu ce que nous faisons en Guyane. Donc tout ce qui est cartes, tout ce qui est pépites, etc. Et effectivement, c'est fait avec l'or de Guyane, oui. Maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas si j'ai fait un bon choix ou pas, parce que c'est beaucoup de boulot, beaucoup de nuits blanches. Mais je suis là et j'espère que ça va bien se passer. Une inquiétude qui n'est pas partagée par ceux présents depuis de nombreuses années à la foire de Paris et qui connaissent tous les avantages qu'ils peuvent en attendre. En espace de 24 heures, j'ai pu liquider 500 kg de mâchoire en blanc salé. J'ai amené du ramboutan, j'ai amené du poulet boucané et du poisson boucané. Et c'est la première fois que je me suis étonné de voir que c'est parti en moins de 24 heures. J'essaye de faire voyager les gens tout en étant ici avec mes produits, du coup en les faisant voyager. À savoir que la bière, la petite bière de Guyane, 3,50 €, je leur dis, voyagez pour 3,50 €. 8000 km dans cette petite bouteille. C'est un rêve quand même. Et c'est maintenant l'heure de retrouver les informations pratiques à vos stylos. Faites des réserves d'eau si vous habitez à Saint-François et à la Désirade. Il y aura des coupures d'eau prévues demain dès midi avec un retour à la normale prévu le jeudi en fin de journée. Et puis les services municipaux de la ville du Gosier seront fermés ce vendredi 6 mai. Néanmoins, une permanence sera assurée au pôle funéraire le jeudi 5 mai, donc la veille de 8 h à 11 h. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans une poignée de minutes. Je vous le rappelle les titres.